Bonjour à tous. Alors, je vais rapprocher, voilà, là comme ça va être mieux. Bonjour à tous. Non, mon micro ne veut pas tenir aujourd'hui. Je vais parler fort. Bienvenue, je vous laisse vous installer. Je vous propose deux sessions aujourd'hui pour commencer ce programme assez chargé. Nous allons avoir une première session sur l'esprit de solidarité. Nous serons en direct depuis l'Ukraine dans quelques minutes. Et puis, nous aurons une session sur l'esprit d'équipe avec le champion paralympique Riyad Salem. J'ai un petit mot de la part des organisateurs pour vous dire de ne pas hésiter à vous inscrire aux ateliers de cet après-midi. Il reste des places dans les ateliers 9, 10 et 12. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller vous inscrire. C'est autour de la fresque de la Renaissance écologique. Voilà, ça c'est un petit mot au passage. Je vous laisse continuer à vous avancer. Il reste des places sur le devant de la salle. Voilà. Alors, nous allons donc commencer avec un témoignage sur l'Ukraine. Nous allons être en direct dans quelques instants avec Yevgenia Mazurenko, qui est dans l'ouest de l'Ukraine. Elle est directrice de la Zagori Family Foundation. C'est une fondation ukrainienne, une des plus grandes fondations ukrainiennes. Elle est membre de l'organisation européenne Philea que Delphine Moralis représente ici sur scène. Marina Koumeda est avec moi également pour traduire les propos d'Evgenia. Nous allons établir la liaison et puis nous allons pouvoir commencer à parler avec Evgenia de l'action qu'elle mène sur place avec cette fondation depuis le début de la guerre, il y a maintenant plus d'un mois. Nous serons ensuite sur une toute autre session avec l'esprit d'équipe. Voilà, ces deux notions, le temps que la connexion s'établisse. Peut-être un mot, le temps que la connexion s'établisse, Benoît, sur les liens que vous avez pu établir entre la France et l'Ukraine pour aider cette fondation et aider l'action sur place et l'aide aux populations. Oui, merci. Effectivement, on a parlé hier de bouleversement. Le réchauffement climatique, le dérèglement climatique est un grand bouleversement qui mobilise beaucoup de fonds et fondations à juste titre. Là, il y a un ennemi qui frappe fort sur le territoire, sur le continent européen, qui c'est l'Ukraine. On a aussi Cynthia de la fondation de l'Université Saint-Joseph, dans un pays où au Liban, l'inflation est à 850%. Donc cette ouverture internationale, et Francis Charon a animé hier une table ronde ici et ailleurs, fait qu'on s'enrichit toujours aussi d'une façon générale de ce qui se passe ailleurs. On apprend beaucoup et c'est en lien avec cette table ronde initialement sur la solidarité, l'esprit d'équipe. Et on est aujourd'hui tous confrontés à ces images de télévision et avec la question mais qu'est-ce qu'on peut faire face à cette violence qui s'abat sur l'Ukraine, sur ce peuple. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, qu'on a proposé d'une part, et je remercie les équipes du CFF, Jean-Marc, ils ont travaillé tout un week-end avec Philea pour faire ce site, pour que vous puissiez avoir connaissance et puis que celles et ceux qui ont des actions puissent les faire connaître et que ça en entraîne d'autres, par solidarité bien sûr. Ici, avec tous les réfugiés qui vont arriver, la reconstruction qui viendra tôt ou tard. Donc de pouvoir vous aider, vous orienter dans cet aspect-là, parce que nul ne sait aujourd'hui pour combien de temps va durer cette situation. Donc on a souhaité également pouvoir faire un lien, et je remercie Delphine de nous faire ce lien avec un de ses membres qui va donc pouvoir être avec nous. Maintenant, la Zagori Family Foundation. Et également, on va entendre Dimitro, qui est le président d'une ONG franco-ukrainienne qui a vu le jour à partir de 2014, qui est très actif. Lui, c'est un pharmacien, donc il est très connecté aux milieux médicaux français et ukrainiens depuis 2014, depuis la guerre du Donbass. Et on l'a invité aussi, on aura ici fin du mois d'avril le forum Espace Humanitaire qui réunit les dirigeants humanitaires, qui reprend. Et Dimitro sera avec nous puisqu'on essaye de faire des ponts. Et surtout, une des questions importantes, vous l'avez vu, c'est d'articuler les initiatives de la société civile. Beaucoup de communes collectent beaucoup de choses, mais il faut savoir, on l'a vu très vite, que 50% reste sur la frontière, n'a pas été pensé avec les besoins véritables sur le terrain.
Donc aussi, on organise, et on aura un débat à la fin du mois, entre les ONG humanitaires professionnelles, le cadre des Nations Unies, les clusters et la société civile, dont il faut pouvoir encourager les élans de générosité, mais les orienter. Et comment est-ce qu'on fait l'articulation? Ça sera aussi des points à voir et qui concernent aussi nos feuilles fondations. Alors, nous avions un petit problème de connexion qui est en train de se résoudre. Je crois qu'il y avait un micro fermé. Il fallait qu'on puisse dire à Evgenia d'ouvrir son micro. Bonjour Evgenia Mazurenko, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que la connexion est établie? Вітаємо, Євгенія. Ви нас чуєте? Так, доброго ранку, чудово чую. Alors nous sommes ravis d'être avec vous. Merci de partager votre expérience avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être quelle est la situation sur place? Et je crois notamment que vous vouliez nous parler d'Irpin, d'où vous êtes originaire, il me semble, c'est ça. Ми дуже раді вас тут бачити. Чи можете ви нам розказати про вашу актуальне життя і про Ірпінь, про вас трошки? Я вам дякую за можливість, що я можу сьогодні поділитися своєю персональною історією. Merci beaucoup. Марина, ви будете перекладати? Merci beaucoup pour cette opportunité de m'exprimer devant vous tous. Я з Бучі. Мій будинок знаходиться між... Je suis... Alors, est-ce que la connexion peut être rétablie? Est-ce qu'on peut peut-être essayer de relancer la connexion pour essayer de pouvoir discuter avec Evgenia? Зараз ви мене чуєте? Allez-y Evgenia, on vous entend. Oui, oui. Да. Я з Бучі, з Гостомеля. Євгенія vient de Bucha, de Gostomel. Війна застала мене 24 числа, коли я була на вокзалі і їхала на тренінг в інше місто. La guerre l'a surprise donc à la gare de Kiev quand elle était en train de partir pour suivre un séminaire dans une autre ville. І я чесно, персонально, я взагалі не вірила, що це можливо сьогодні в Європі в 2022 році. Personnellement, je ne croyais pas que c'était possible aujourd'hui en Europe dans le XXIe siècle. З моєю сім'єю ми провели декілька днів в підвалі і далі вирішили, що будемо їхати на Західну Україну, тому що це більш безпечне місце сьогодні в Україні. Avec ma famille, nous avons passé quelques jours dans les abris dans la cave et puis nous avons pris la décision de partir vers l'ouest de l'Ukraine qui était considéré comme étant moins dangereux en Ukraine. Ви бачили, яка різня була в Бучі, і мій будинок, він не зруйнований, але російські війська повністю забрали речі з мого будинку, тобто вони повністю змародерили його і розбили мені машину. Vous avez vu les images de Bucha. Ma maison, les murs sont toujours debout. En revanche, tout a été pillé à l'intérieur et ma voiture brûlée. Так, невеличка деталь. Моя машина розбита завдяки тому, що по ній їздив танк. Un petit détail, ma voiture est écrasée par un tank, par un blindé. Я хочу більше говорити про благодійний сектор в Україні, тому що люди в цьому секторі роблять, як і кожен українець сьогодні, неймовірну роботу, допомагаючи своїй країні. Et maintenant, je vais vous parler du travail philanthropique et des associations en Ukraine, puisque chaque Ukrainien s'implique dans cette action commune aujourd'hui. Я представляю фундацію Загорі Foundation. Це родинна фундація, яка створена в 2015 році. Je représente la fondation familiale de la famille Zagori, qui a été créée en 2015. Фундація до війни мала лише кошти від родини Загорі, яка є власником фармкомпанії Дарниця.
Jusqu'à la guerre, la fondation fonctionnait avec la dotation familiale de la famille qui est propriétaire de l'entreprise pharmaceutique d'Arnisa. Наш річний бюджет біля $1–1,5 мільйона на рік, і ми займаємось культурою благодійності в нашій країні. Notre budget global est de 1 million et demi de dollars annuels et notre objet est de promouvoir la culture philanthropique en Ukraine. Унікальність нашого фонду в тому, що ми проводимо дослідження в сфері благодійності і надаємо грантову підтримку для організацій з України, тому що в Україні немає таких донорів, схожих на нас. Ce qui rend unique notre fondation, c'est que nous menons des études sur la culture philanthropique, l'action philanthropique en Ukraine, et nous soutenons aussi des ONG, des associations ukrainiennes. Євгенія, питання від модераторки, в чому саме... Comment est-ce qu'ils s'adaptent à la situation? Comment est-ce qu'ils arrivent à aider la population ukrainienne depuis le début de la guerre? Як ви адаптуєтесь до ситуації, як ви допомагаєте населенню з початку війни? Це вже другий раз за 2 роки наша фундація повністю міняє свої тактичні задачі, тому що спочатку була пандемія, а сьогодні в нас повноцінна війна в країні. C'est la deuxième fois depuis 2 ans que la fondation change complètement de cap et de stratégie. La première fois lors du début de la pandémie et maintenant avec le début d'une guerre réelle en Ukraine. Est-ce que vous avez un mot? Yes, please. Вас перебило, якщо можете ще раз сказати. Перш за все, нашій країні потрібний захист для нашої армії, яка сьогодні відстоює нашу країну. Якщо вони нас відстоювати не будуть, країни нашої не буде існувати. Тому ми на початку війни, не ми, а родина, яка є головним спонсором нашого фонду, направила річний бюджет фонду на забезпечення армії України. La première priorité des Ukrainiens aujourd'hui, c'est de soutenir l'armée qui protège le pays, parce que sans cette protection, l'Ukraine ne va pas survivre. Et donc la famille Zagori a pris une décision au début de la guerre d'attribuer la totalité du budget de la fondation au soutien à l'armée. Est-ce que vous avez un mot, Evgenia Mazurenko, aux fondations ici présentes à cet atelier et est-ce que vous voulez, peut-être Delphine Moralis ensuite, nous parler de l'action au sein de Philea, puisque la Zagori Family Foundation appartient et membre de Philea. Чи зможете ви сказати, які у вас звернення до французьких фундацій? І потім ми дамо слово Філія. Вибачте, в мене просто кіт дуже хоче вийти. Одну секунду. Можете перекласти, що це дуже смішно, але коли ти живеш зі своїми тваринами, у них теж є певні потреби. Секундочку, будь ласка. Il s'excuse, son chat a besoin de sortir et quand on vit en huis clos avec toute la famille et tous les animaux, il faut prendre soin de tout le monde. Сьогодні різні маленькі, великі благодійні організації і громадські організації в Україні роблять неймовірну роботу. Ми всі змінили фокуси роботи. Наша фундація, наприклад, займається координацією в секторі і допомагає цим маленьким фондам бути почутими і за кордоном, тому що кошти в Україні насправді закінчуються і в нас повністю зруйнована економіка. Тому я буду коротко, Марина, а ви потім це conclusion зробите. Тому сьогодні мій основний посил – це підтримка grassroots, для того, щоб вони продовжили свою роботу, ту неймовірну роботу, яку вони роблять. Тому що в основному всі фінанси бізнесу, які раніше йшли на благодійність, зараз йдуть на те, щоб захищати країну.
La mobilisation du secteur associatif est assez incroyable en Ukraine. Tout le monde agit. Et donc la Fondation a réorienté son action en soutien à ces associations et à faire le pont entre ces structures et les donateurs à l'étranger pour faire les connexions. Puisque l'économie du pays est ruinée, les entreprises ukrainiennes ont attribué la totalité de leur soutien, sinon aux associations en soutien aussi à l'armée et aux unités territoriales. Et donc le rôle principal de la Fondation aujourd'hui, c'est de faire les connexions entre les donateurs à l'étranger et les petites ONG qui agissent sur le terrain en Ukraine. Merci Evgenia. Delphine Moralis, vous voulez ajouter un mot sur la coopération européenne en soutien à la Fondation Zagori. Oui, Zagori. Merci. First of all, hello Evgenia, it's good to see you. It's always a relief to see you healthy, Evgenia, so happy to see you. Alors, quelques petits mots concernant Philéa. Donc, bien entendu, on a parlé hier de comment les crises qu'on a vécues ces dernières années ont vraiment bouleversé le monde, mais également le monde philanthropique, la crise sanitaire, la crise climatique, et puis bien entendu cette invasion du 24 février en Ukraine, avec aujourd'hui plus de 4 millions de réfugiés, dont 2,5 millions en Pologne, et 60% de ces réfugiés, on le sait, sont des enfants. C'est une guerre qui est accompagnée par une stratégie de désinformation et d'attaque à la société civile en Russie principalement. Et ce sont des thématiques qui nous concernent vraiment directement en tant qu'organisation philanthropique. Et on a donc réagi au niveau de Philéa, premièrement par une déclaration qu'on a sortie le 24 février en soutien à nos collègues ukrainiens. Nous avons 3 membres ukrainiens et en soutien à la société civile, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Deuxièmement, on a créé avec le CFF, en effet, on a passé un week-end ensemble online avec Romain et Jean-Marc et d'autres pour créer cette plateforme qui permet d'une part aux acteurs philanthropiques de démontrer leur action. Et en 3 semaines, on a 174,5 millions d'euros qui ont été annoncés sur cette plateforme. Et deuxièmement, on a la possibilité aussi aux ONG et aux réseaux locaux en Ukraine, mais également dans le monde, de démontrer leur activité sur la plateforme. Le but de cette plateforme est d'avoir une certaine visibilité sur ce qui se passe, mais également de permettre une certaine coordination entre les différentes organisations pour comprendre qui fait quoi, quel pont peut-on créer, quelle collaboration peut-on envisager afin de réagir ensemble. Et alors, troisièmement, on a créé une série de réunions informelles qu'on organise très régulièrement avec nos membres. On a eu 3 réunions informelles et on invite à ces réunions nos collègues ukrainiens. Evgenia, you've been speaking at 2 of these meetings that we organize on Fridays already. On a également invité nos collègues russes, surtout ceux qui, bien entendu, défendent la société civile et s'opposent fortement à cette guerre atroce. Et dernièrement, nos collègues polonais, afin de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et on a également entendu des experts et des spécialistes dans le domaine, entre autres, de la défense des droits humains, des droits de l'homme et la situation, la réponse à la crise humanitaire. Et alors, quelques conseils qui nous ont été donnés en tant que fondation est de, premièrement, avoir une approche locale en ce qui concerne l'aide humanitaire. Evgenia, you were talking about how the civil society in Ukraine is really very strongly responding to what is happening in the country, and it is essential that we continue to support civil society in Ukraine as the first respondents to the crisis. Donc vraiment cette approche locale pour les organisations et la société civile sur le terrain. D'autre part, on a parlé du fait qu'il ne faut pas oublier les autres crises. Malheureusement, les choses vont mal. En Éthiopie, les choses vont mal au Yémen. Et on voit que l'accent, le financement sur ce qui est aide humanitaire se bouge vers l'Ukraine, mais ces autres crises, malheureusement, n'arrêtent pas. Donc il faut mobiliser plus de solidarité et non pas changer le focus de la solidarité existante. Troisièmement, on a parlé du besoin de coordination entre les différentes initiatives. Il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de solidarité dans ces premières semaines après la crise. Mais en effet, on voit que beaucoup de matériel reste en dehors du pays. Ça n'aide pas grand monde et ça rend les choses plus compliquées pour les gens sur le terrain. Quatrièmement, on a parlé de l'importance de ne pas déstabiliser la société civile. Oui, en effet, il faut travailler avec des acteurs professionnels
qui ont l'expérience nécessaire pour ce type de crise humanitaire, mais tout en étant très conscients du fait que ces grands acteurs internationaux ont bien entendu un risque déstabilisateur pour le pays. Et puis on a parlé de l'importance d'un financement flexible aussi pour les organisations sur place. Il y a des risques pour ce type de financement. Je pense qu'il faut vivre avec et il faut réfléchir. Et alors peut-être un dernier petit mot. Donc il existe certaines initiatives philanthropiques déjà en Europe qui peuvent servir. Je pense entre autres à EPIM, le European Programme on Integration and Migration, dont certains de vous sont peut-être membres, qui se mobilisent déjà pour la crise à long terme du point de vue de la migration. Je pense également à Civitates. Civitates est également une collaboration entre plusieurs fondations européennes qui se mobilisent sur tout ce qui est démocratie, désinformation, soutien aux médias. Et au niveau de Philéa, certaines fondations, et on a parlé à la Fondation de France récemment, se mobilisent pour réfléchir aux conséquences à long terme de cette crise, quels seront les besoins pour rebâtir le pays et comment pourra-t-on, en tant que secteur philanthropique, s'engager justement à long terme quand la solidarité immédiate aura peut-être moins d'impact que ce qu'elle a là aujourd'hui. Donc, a few words about how we've been working with at Philéa, and thank you, Evgenia, for being there with us always and sharing your thoughts and your advice on how we can be of best support to you. Merci Delphine Moralis, merci Evgenia Mazorenko pour ce témoignage et pour votre action en Ukraine. Prenez soin de vous et peut-être quelques applaudissements pour Evgenia. Merci. Je vous propose maintenant d'entendre Dmytro Atamanouk, qui est le président de l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine et qui va pouvoir nous expliquer aussi comment l'aide caritative est concrètement déployée sur le terrain depuis le début de cette guerre, le temps que la liaison se fasse avec Dmytro Atamanouk, que je prononce peut-être pas très bien. Atamanouk. Alors, la connexion est établie. Je ne sais pas si c'est avec la bonne personne. Peut-être que c'est avec la SNCF. Eh bien, voilà. J'espère que son train est à l'heure, contrairement à beaucoup d'entre nous hier. Dmytro, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci de votre présence ce matin. Je suis désolé, je parle à partir de mon train. Donc, vous êtes partie des gens qui ont la capacité de changer les choses très concrètement pour des millions d'habitants qui résistent en fait à l'armée ukrainienne. Est-ce que... Oui, on vous entend. Oui, allez-y. Donc je vous parle ici à la fois comme un Ukrainien dont les proches sont directement touchés par la guerre, mais aussi surtout comme un président d'une association en prise directe avec les besoins de la population d'Ukraine. Depuis 2014, AMC France Ukraine soutient le système de santé ukrainien, les victimes de guerre à l'est du pays. Depuis 8 ans, nous livrons le matériel médical pour rééquiper des hôpitaux en Ukraine, dont certains ont été maintenant bombardés. Aujourd'hui, nos partenaires, les médecins, les hôpitaux, les collectivités locales et ONG nous confirment que le pays compte des dizaines de milliers de blessés et les besoins sont immenses et la situation humanitaire s'aggrave tous les jours. Typiquement, on nous demande des trousses de secours d'urgence en dizaines de milliers pour soigner des hémorragies sur terrain. Les consommables médicaux, les médicaments, en centaines de milliers pour le ravitaillement des hôpitaux, mais aussi les ambulances en dizaines pour renforcer l'effort d'évacuation des blessés ukrainiens. Donc nous travaillons en fait pour récolter les dons, pour acheter ce matériel supplémentaire grâce aux nos dons et subventions. Qui ne nous aident pas à donner au matériel par nos partenaires hôpitaux et entreprises en France.
Nous constituons les convois et assurons leur expédition directement en Ukraine, donc directement aux hôpitaux. Et veillons pour repartir cette aide en coopération avec les administrations de santé locales et nos ONG partenaires avec lesquels nous sommes en contact déjà depuis 2014. Notre aide parvient sur le territoire directement jusqu'aux villes de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, malgré des combats tout proches. Seul le Mariupol est complètement assiégé et inaccessible. En un mois, en fait, nous avons pu envoyer 18 semi-remorques de matériel médical, des consommables pour les hôpitaux, 44 ambulances qui ont parti et 8 autres sont préparées pour la fin de cette semaine, grâce aux dons de nos partenaires en France. Nous sommes loin de couvrir tous les besoins, mais notre aide est significative et elle arrive directement là où elle est le plus nécessaire, selon bien sûr les évolutions de la situation sur terrain. Vous le comprenez, ce matériel il coûte assez cher. Pour l'exemple, une trousse de secours, ça coûte environ 100 €. Les kits orthopédiques pour soigner les blessés, ça coûte autour de 2 000 à 3 000 €. Et puis une ambulance, c'est des dizaines de milliers d'euros. On remercie la générosité de tous les Européens qui s'est manifestée dès le premier jour de conflit. Et on a besoin de poursuivre cet effort parce qu'on voit tous que la guerre ne s'arrête pas tout de suite. Et on vous entend moins bien, Dmytro Atanamiuk. Merci pour ce témoignage et on a bien compris l'importance de votre action et du soutien dont vous avez besoin pour continuer à apporter ces dons au plus proche des populations ukrainiennes, comme vous le faites actuellement. Marina Koumeda, je vais vous donner la parole maintenant avec Benoît Miribel pour compléter cette page qu'on a ouverte sur la solidarité en Ukraine. Marina, vous n'êtes pas qu'une interprète. Merci en tout cas pour avoir traduit les propos d'Evgenia. Vous êtes aussi de la Fondation pour l'Ukraine et vous allez pouvoir nous en parler de cette initiative croisée avec Benoît Miribel. Voilà. Oui, non, mais c'est peut-être effectivement Marina Koumeda est venue nous voir au CFF. D'abord, je veux dire qu'on a entendu Evgenia et Dmytro, qui sont très actifs évidemment, et c'est notre rôle aussi de connecter, puisque la plupart des gens voient les écrans que l'on voit tous les jours et ne savent pas comment ou quoi faire, se sentant impuissants. Donc nous avons la capacité à faire des liens avec les associations. En tant que fondation, on a ces ponts à faire face à tous ces bouleversements et qui se cumulent malheureusement aussi. Voilà, bien sûr, on a reçu au CFF Dmytro, on a reçu Marina qui travaille, je dirais, de façon très intéressante, je trouve, à créer une fondation pour l'Ukraine. Elle va en parler, en intégrant toutes les dimensions dans la création de cette fondation, c'est-à-dire l'urgence humanitaire que l'on entend, mais la culture, parce qu'il y a une culture ukrainienne. Est-ce qu'il va suivre la réhabilitation, l'entrepreneuriat social, puisqu'il y a un entrepreneur. Donc je trouve que de penser une fondation qui intègre, je dirais, un certain nombre de causes avec des personnes spécialisées qui vont travailler ensemble et s'accorder pour se renforcer, c'est l'intérêt. Donc voilà, cette session s'est un peu montée il y a quelques jours seulement, et Delphine a été prévue ce matin, mais il est important. Et on ne va rien enlever au temps nécessaire aussi sur l'esprit d'équipe avec Riyad, qui est un grand champion paralympique, mais il était important qu'on puisse faire cette connexion avec vous toutes, vous tous, qui est dans l'intérêt général, le monde associatif, pour faire ce lien-là. Parce que voilà, on est en capacité, c'est une réalité, et ils sont en première ligne et ils se battent aussi pour notre liberté, aussi pour notre liberté d'agir, d'expression, on le sait bien. Donc on a quelque part une responsabilité commune. Donc Marina n'est pas une interprète, elle a accepté de se prêter au jeu et elle va dire effectivement ce projet que vous portez collégialement.
Merci Benoît, il y a un projet qui nous tient à cœur, effectivement. Vous avez entendu 4 millions d'Ukrainiens ont quitté l'Ukraine et l'élan de solidarité pour les accueillir, aussi bien en Pologne, dans les pays voisins, une quarantaine de milliers de personnes en France, nous a beaucoup touchés. Aussi bien les citoyens, les associations, les fondations, les États s'engagent pour soutenir tous ceux qui ont décidé de quitter l'Ukraine. Mais en fait, 38 millions de personnes ont décidé de rester et de résister, de préserver leur pays. Voire certaines personnes ont décidé d'y rentrer pour préserver leur pays dans cette guerre. Donc les gens souhaitent rouvrir leurs entreprises, reconstruire les écoles, les hôpitaux. Les journalistes souhaitent soutenir la population et continuer à les informer. Les artistes souhaitent créer en Ukraine. Et justement, cette résistance dans les esprits, elle est aussi importante que la résistance dans les champs de bataille. Et donc c'est pour cela qu'on souhaite créer cette fondation, qu'on est en train de créer cette fondation pour l'Ukraine, pour mobiliser les soutiens et venir en aide aux Ukrainiens qui souhaitent conserver, préserver et ensuite reconstruire leur pays une fois tout ça terminé. Donc voilà. Merci. Et merci Benoît pour votre soutien. Merci à vous. Et donc vous pourrez... Marina est avec nous jusqu'en début d'après-midi. Je crois qu'après, elle va rejoindre Dimitro à Lyon, Anthony qui est arrivé à Lyon, donc il est bien arrivé. Et aussi voilà, Philéa avec Delphine, les réseaux, pour toutes celles et tous ceux qui veulent être connectés, qui veulent faire quelque chose et autour de vous. Parce qu'effectivement, je comprends personnellement que cette fondation ait mis des gros moyens, dans les moyens militaires. À un moment donné, toutes les situations d'extrême urgence, c'est une question de survie. Et il n'y a pas le choix. Même si, bien sûr, il y a un ensemble de facteurs, et je pense que ça se passe sur notre territoire, notre continent. Ça a des incidences mondiales, notamment à travers l'insécurité alimentaire, par ricochet. On n'oublie pas tous les autres conflits. J'ai rappelé qu'on a Cynthia avec nous de Liban, qui ont des 800% d'inflation. Donc voilà. Mais il faut garder la flamme, il faut se battre, et il n'y a pas de fatalité, et c'est vous qui le démontrez, et on doit vous soutenir. Merci beaucoup, et bravo. Voilà pour cette session sur l'esprit de solidarité. Nous allons maintenant accueillir Riyad Salem pour parler esprit d'équipe, deux notions dont nous avons bien besoin en ce moment pour faire face à toutes ces crises, le temps que Riyad Salem s'installe. Non, vous levez tous les bras. Voilà, c'est ça. Alors, la première photo sérieuse. Allez. J'entends rien. Allez. Alors attention, qu'est-ce qu'on dit? On va dire quoi? Non, on va faire 1, 2, 3, pix. Ok? 1, 2, 3. Voilà, on a tous besoin de paix. Après ce qu'on vient d'entendre. Merci pour ce moment. Alors, merci d'être parmi nous. Riyad Salem, quelques mots pour vous présenter, ce qui n'est pas si facile parce qu'on ne le voit pas, mais vous empilez plein de casquettes. Il y en a 3 principalement, on va dire. Vous êtes l'un des athlètes de handisport les plus polyvalents de votre génération. Vous êtes champion paralympique de natation, de basket, de rugby fauteuil, champion d'Europe aussi dans cette discipline. Vous êtes acteur associatif, vous avez fondé l'association Cap Sport, Art, Aventure, Amitié, et vous êtes à l'origine du projet Cité Universelle dans le 19e à Paris. Et puis vous êtes enfin le porte-parole de la plateforme ES16 2024 qui vise à porter les valeurs de l'économie sociale et solidaire au cœur du projet olympique et paralympique. Le pari, c'est rien moins que de faire des JO 2024 les premiers Jeux olympiques et paralympiques écologiques,
inclusif et solidaire. Voilà, donc 3 casquettes, 3 expériences, mais une même valeur finalement, je crois, c'est celle de l'esprit d'équipe dont on va parler ensemble. Un esprit d'équipe que vous avez d'abord rencontré, où ça, sur les parquets, c'est ça, en tant que sportif? Oui, c'est vraiment le sport qui m'a embarqué dans cet univers d'esprit d'équipe. Et en venant ici, je me suis dit, mais d'où vient ce mot d'équipe? Et ce mot, il vient du Moyen-Âge. Et c'était les marins, pour les bateaux, l'équipage. Et comme ils avaient tous la même destinée une fois qu'ils étaient embarqués dans le bateau, et donc cette notion d'équipe, elle était un peu à la vie, à la mort, avec le même objectif. Et donc je me disais que c'était quelque chose, dans le sport, on avait cet esprit d'équipe, hein, de vouloir gagner. Ce n'étaient pas les mêmes enjeux que les marins. Mais voilà. Et je me suis aperçu qu'avec toutes les activités, que cette notion d'esprit d'équipe, elle ne pouvait pas être gérée de la même façon et qu'elle devait s'adapter. Et que c'était du sur-mesure. Donc voilà un petit peu le... Après, on va détailler s'il y a... Ouais. Et alors cet esprit d'équipe justement qui s'adapte, c'est-à-dire qu'il n'est pas le même que l'on soit capitaine d'une équipe sur les parquets de rugby fauteuil ou bien en tant que capitaine de l'ESS 2024, c'est ça? En fait, le rôle que vous avez dans une équipe, elle est fondamentale. Mais pour que l'équipe fonctionne, il faut accepter ce rôle. Donc par exemple, en natation, il n'y avait pas vraiment d'équipe à part au relais. Mais là, c'était un sport individuel. Donc l'équipe, elle était plutôt, non pas sur la compétition, mais à l'extérieur. Et là, votre rôle, c'est de ramener la médaille pour l'équipe. Alors que quand vous êtes au basket, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'étais un petit point. Et donc, au fait, j'étais un porteur d'eau. Donc je faisais les blocs pour les grands points qui allaient shooter, qui allaient marquer. Il fallait que je les fasse pénétrer dans la raquette. Et au rugby, je suis un gros point, donc je suis un leader. Et donc, c'est les autres qui doivent travailler pour moi. Et donc, à chaque fois, ce positionnement, il est pas du tout le même. Et donc, il faut qu'on puisse, entre guillemets, par rapport à son ego, bien se positionner. Parce que le gros souci de l'équipe, c'est si vous avez quelqu'un qui a un poste, mais qui, quelque part, n'aime pas son poste ou n'accepte pas son rôle, l'équipe, elle a du mal à avancer. En tout cas, on ne fait pas vraiment équipe, quoi. Et alors, comment est-ce qu'on trouve sa place? Comment est-ce qu'on prend pleinement son poste, justement? C'est en parlant avec les autres? C'est en menant une introspection personnelle sur quel est notre rôle dans cette équipe? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on trouve? Il y a un peu de temps à avoir, parce qu'au fait, je dis toujours, on n'a pas tous le même cerveau. Et donc, pour créer une équipe, il faut avoir le même objectif. Et si dans l'équipe, vous avez des gens qui viennent, qui sont, par exemple, dans l'équipe de France, mais qui vont essayer de marquer plein de points, non pas pour faire gagner l'équipe un petit peu, mais surtout pour se faire repérer, pour demain être embauché par un autre club, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc souvent, la personne a marqué plein de points. Alors pour elle, c'est top. Elle a été repérée, elle fait partie peut-être des meilleurs joueurs, mais en tout cas, elle n'a pas fait gagner l'équipe. Et ça, c'est hyper important. Et donc, pour essayer d'analyser un petit peu comment l'équipe, il y a un temps qui est un peu spécifique, et il y a des mises à l'épreuve. Et alors, quel a été le secret d'esprit d'équipe du 15 de France pour gagner le Grand Chelem il y a quelque temps? Alors, je ne suis pas le coach du 15 de France, mais en tout cas, les premiers matchs, quand j'ai vu cette équipe, cette nouvelle équipe, moi, elle m'a rassuré. Alors que même si elle avait perdu ses premiers matchs, on voyait qu'il y avait un esprit. Vous l'avez senti comment? Le fait qu'il y ait cette volonté, ce sourire, il n'y avait pas de déception. Ils avaient donné le maximum d'eux-mêmes au niveau où ils étaient, et ils ne pouvaient que progresser. Et donc, il n'y avait pas de reproches entre les uns et les autres. Il n'y avait pas ce côté un peu c'est de ta faute si on a perdu. Non, on a perdu ensemble, et au fait, on a gagné l'esprit d'équipe. Et ça, cet esprit d'équipe, il est rare à construire. Et le fait que le 15 de France arrive et progresse, je trouve extraordinaire, parce qu'ils ont fait des matchs, mais vraiment un peu pourris. Mais ils ont quand même gagné. Et je me dis, si on arrive à gagner en faisant des mauvais matchs, qu'est-ce que ça va être en faisant des bons matchs? Donc, non, mais ça, c'est important, parce que souvent, on nous parle de « Ah, mais on a bien joué, mais on a perdu ». Souvent, on nous l'a dit aussi en rugby, « Vous avez bien joué », mais je dis « Mais je préfère mal jouer et gagner que de bien jouer et de perdre ». Donc, parce que en fait, la victoire, elle soude l'équipe. C'est-à-dire que quand vous arrivez en équipe de France, au départ, il faut savoir qu'on est adversaire. Donc, on a des adversaires, le Stade Toulousain, l'ASM, tout ça. Donc, on se cogne dessus.
Et donc, c'est pas évident de revenir et de porter le même maillot. C'est un peu psychologiquement un peu compliqué. Et en plus, on est doublement en compétition parce qu'on est en compétition dans la vie de tous les jours pour le championnat de France. Et après, on est en compétition pour gagner sa sélection en équipe de France. Et donc, si on n'a pas cette vision supérieure de l'équipe, si on n'a pas cette vision, on va dire, on va se battre pour le maillot, on va donner le meilleur de nous-mêmes, quel que soit le résultat, ce qui est important, c'est que l'équipe, elle gagne, même si on est sur le banc, ou même si on n'est pas sélectionné sur ces jeux-là. Et donc ça, c'est pas évident. Donc il faut accepter le fait de ne pas pouvoir être sélectionné et de pouvoir encourager les copains et les copines sur le terrain. Donc quelque part oublier l'ego et se mettre au service d'une cause commune, d'un objectif commun pour construire, parce que vous avez dit, il est rare de construire cet esprit d'équipe. C'est surtout pas s'oublier, mais d'accepter le rôle que tu as. C'est ce que je dis depuis le début, si on n'accepte pas son rôle, l'équipe, elle n'existe pas. Donc si vous êtes un manager et qu'à un moment donné, vous avez des personnalités un peu fortes dans votre équipe et que vous n'arrivez pas à travailler avec eux, en fait, votre rôle, il est un petit peu abîmé et ça vous met le doute. Par contre, si vous avez des gens qui ont un fort tempérament, là, au fait, c'est au contraire, il faut travailler avec eux et pas fuir. Parce que si vous avez des gens qui ont un fort tempérament, c'est une vraie richesse, une qualité incroyable. Et moi, c'est ce que je disais au coach, parce que des fois, on avait des petits conflits avec mon coach. Je lui disais, j'ai un fort caractère, mais je n'ai pas un mauvais caractère. Et c'est la différence. Alors que quand c'est un mauvais caractère, là, il faut trancher. Il y a pas, il faut assumer son rôle. Voilà. Et je dis toujours, dans une équipe, il y a des managers et il y a des leaders. Et ce n'est pas la même chose. Donc si on amalgame un petit peu les choses, après, il y a des gens qui sont très rares, qui sont en même temps d'excellents managers et d'excellents leaders en même temps, mais j'en connais pas beaucoup. Mais quand on a ces gens-là autour de nous, ça nous fait très vite progresser. Alors, manager, leader, est-ce que c'est la même chose pour prendre votre deuxième casquette dans le milieu associatif? Est-ce qu'on retrouve aussi cet esprit d'équipe de la même manière? Alors, le problème dans le milieu associatif, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'on a plusieurs statuts. On a le statut de bénévole, on a le statut d'étudiant, on a le statut de salarié, on a le statut de service civique. Et tous... Comme on appartient à différents clubs, quelque part, quand on est en équipe de France. On pourrait faire la comparaison. Ouais, mais on ne manage pas un bénévole de la même manière qu'un salarié. L'intérêt, quand un bénévole vient dans une association, il vient parce qu'il a des convictions, il porte des valeurs. Le salarié peut-être aussi porte ces valeurs-là, mais il vient surtout aussi pour pouvoir remplir son frigo, payer ses loyers, voilà. Donc on n'est pas dans le même besoin. Un étudiant, il vient parce qu'il a ses études, il a son diplôme à aller chercher. Donc en fait, c'est là où c'est complexe, parce qu'habituellement, pour faire une équipe, il faut qu'on ait le même objectif. Et là, on a chacun qui a des objectifs complètement différents. Et là, il faut faire chef d'orchestre. Voilà. Et il faut harmoniser. C'est un peu comme une chorale. Il faut que chacun puisse chanter sa partition et que le son, il soit bon, quoi. Mais là aussi, on retrouve cette place à prendre et son poste à garder, quoi, finalement. Pas tant que ça, parce qu'au fait, un bénévole, il vient, il part quand il veut, il n'a pas il a pas d'obligation. Si demain, il me dit, bon, écoute, moi j'arrête, je me sens pas bien, ou ça correspond plus à mes valeurs, il n'a pas un mois de préavis. Hein. Donc, il est complètement libre. Donc, ça passe par quoi, alors, d'aller il faut mettre du sens, en fait, il faut donner... les gens se rassemblent autour du sens du projet, c'est ça? Exactement. Ça veut dire que dans le projet, il peut y avoir des intérêts différents, ce qui n'est pas le cas dans le sport. Et s'il y a des intérêts différents qui sont au service du projet, parce que c'est quelque chose qui... on va aller chercher les talents de chacun. Et donc ça, c'est quelque chose qui va nourrir l'esprit d'équipe. Et le fait d'accepter que des fois, le bénévole fait un travail qui n'est pas rémunéré et il faut faire attention de ne pas trop exiger de lui. Parce que même si, quand on est bénévole, c'est un engagement, c'est un boulot aussi, hein, parce qu'on va chercher aussi des bénévoles qui sont assez professionnels dans leur domaine. Et donc là, oui, il faut essayer de faire attention de la manière dont on exige les choses. On ne peut pas exiger les choses de la même façon de quelqu'un qui est payé ou d'un jeune étudiant qui vient pour apprendre et une autre personne qui est service civique qui vient là pour faire ses premières armes parce qu'il n'a pas d'expérience dans la vie ou là. Il vient plutôt d'un milieu un peu défavorisé. Alors, je m'excuse,
Si j'ai du mal à respirer, c'est que j'ai des petits problèmes de santé. Donc voilà. Vous voulez faire une pause? Vous voulez prendre un verre d'eau? Ça va ou... Non, ça va, mais je vais essayer de tenir le choc. Est-ce que finalement cet esprit d'équipe et ce que vous venez de décrire est la même chose pour terminer sur l'ESS? Est-ce que le monde de l'associatif et le monde de l'ESS finalement se ressemblent, ce qu'on pourrait croire? Alors ça ne se ressemble pas. Le monde de l'ESS s'inspire de l'associatif. Mais c'est pas du tout... Et puis il y a ESS et ESS. Hein. Comment vous dire? Dites-nous. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent l'ESS pour faire des levées de fonds de folie. Et au final, l'esprit de l'ESS n'est pas au rendez-vous. Alors c'est là que c'est difficile à construire un esprit d'équipe dans l'ESS, c'est ça? C'est très difficile parce que là, on revient aussi sur les intérêts de chacun. Donc quand vous êtes dans l'ESS et que vous avez une vraie sincérité, d'essayer d'être au service non seulement de l'entreprise, mais aussi de la société, de la collectivité. Donc ça veut dire que vous avez une mission un peu de service public au final, même si vous êtes privé. Et les engagements vis-à-vis des salariés, du public, du reversement des bénéfices que vous faites, et peut-être des écarts de salaire que vous pouvez avoir. Donc au départ, il y a cette belle intention. Puis des fois, au fur et à mesure, le succès est un danger, quoi. Vous faites de l'argent, et puis l'ivresse fait que d'un seul coup, vous oubliez le pourquoi vous avez créé votre entreprise de l'ESS. Et souvent, ce qui est assez compliqué, c'est de faire en sorte qu'ils ne perdent pas leur valeur. C'est-à-dire que quand ils se développent, de ne pas oublier pourquoi ils ont été dans l'ESS. Sinon, il faut faire une entreprise traditionnelle. C'est très bien aussi. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de boîtes qui investissent. La preuve, on a pas mal de fondations. Donc, c'est une autre manière. Et je trouve que des fois, c'est moins hypocrite. Et c'est ça qui est un petit peu dangereux dans l'ESS. Ça veut dire que dès que vous faites croire à quelqu'un quelque chose, après, quand il n'a plus confiance, c'est difficile de s'embarquer dans le circuit. Donc d'être très au clair avec ses intentions de départ. De départ, mais surtout de les garder. Et de les garder. C'est ce que vous dites. Durer dans le temps. C'est pas les intentions de départ au départ. Et moi, quand je rencontre des personnes qui montent des boîtes de l'ESS, je suis séduit. Puisque je trouve que c'est génial, les valeurs qu'ils portent, l'engagement qu'ils ont. Mais il faut revenir quelques temps après. Voilà. Oui. Quelques temps après, vous apercevez que l'associé a bouffé les parts de l'autre, qu'il y a eu des conflits, que d'un seul coup, il y a de l'argent qui est parti pas au bon endroit. Voilà. Riyad Salem, de ces 3 expériences de l'esprit d'équipe que vous venez de nous décrire très bien, je crois que vous avez réfléchi finalement à une figure qui peut incarner cet esprit d'équipe. C'est la figure du leader-serviteur, c'est ce que vous m'avez expliqué. Oui. Racontez-nous. Pour moi, le leader-serviteur, c'est quelqu'un qui a cette capacité d'avoir la vision d'embarquer les gens, mais aussi d'être au service. Et j'étais souvent surpris parce que c'est vrai que moi, quand je montais des festivals ou que j'organise des événements, même si je suis le président ou si je suis le directeur de projet, ça ne me dérange pas d'aller, si les gens sont occupés, d'aller acheter du papier toilette parce qu'il manque du papier toilette tout bêtement. Et souvent, j'avais des réflexions très bizarres. Mais c'est pas à toi de faire ça. Mais pourquoi tu te mets à ce niveau-là? Je me suis dit, mais quel niveau? C'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même que les gens, dans le moindre détail, ça se passe bien. Vous imaginez, vous allez aux toilettes, vous n'avez pas de papier toilette. C'est tout bête, mais si vous avez un ego qui n'accepte pas cette situation, alors que vous avez toutes les équipes qui sont surchargées et que vous êtes disponible parce que les politiques ou les partenaires ou les médias ne sont pas là, vous avez le temps d'y aller. Et je prends ce détail-là parce que c'est vraiment la réflexion qu'on m'avait fait au des festivals à l'époque. Et j'ai été choqué par cette réaction. Et je me suis dit, au fait, moi, ça ne me pose pas de problème à partir du moment où on est au service du projet. Mais je ne le ferai pas tous les jours. Hein. Non, mais c'est ça aussi. C'est que le but du jeu, c'est pas de remplacer les équipes qui eux, doivent gérer ce quotidien. Mais quand il y a un coup de roche ou quoi que ce soit, il faut relever les manches. Et j'ai vu pas mal d'entreprises aussi familiales faire ça. Ça veut dire que quand il y avait un problème, les gens connaissaient leur métier parfaitement. Même s'ils étaient les patrons, ils pouvaient se remettre derrière une machine et faire tourner la machine. Et ça m'a toujours impressionné aussi, d'avoir des grands patrons qui, à un moment donné, il y a un coup de roche, il y a un problème. Je ne sais pas, le chef est malade, il y a plusieurs cas de Covid.
relever les manches et aller au boulot comme un ouvrier. Et ça, je trouve que c'est d'autant plus valorisant, et ça n'abaisse pas, excusez-moi, ça n'abaisse pas son statut. Au contraire, ça le grandit. Un mot peut-être pour conclure, Riyad Salem, pour les représentants des fonds et fondations qui sont ici dans cette salle avec nous, sur l'expérience que vous avez pu avoir et que vous voudriez leur partager. Ou un conseil. Vous avez des questions, peut-être Ah, il y a une question au fond de la salle. Et après, si vous voulez, j'avais prévu quelques petites vidéos pour oui, c'est vrai, pour exact. parler de la cité universelle. Parce qu'hier, on m'a posé des questions sur le rugby fauteuil. Parce que les gens, c'est très impressionnant, effectivement. Ouais. Tu veux en faire? Bienvenue. En résumé, avec 2 types de fauteuils, c'est ça, hein? Ouais. En résumé, quand je raconte, quand les gens me demandent c'est quoi le rugby fauteuil, je dis en fait, dès qu'il y a un handicapé qui passe, on le dégomme. Donc ça résume un peu. Et je dis, moi qui depuis des années milite sur le handicap, et là je dégomme des handicapés, on m'applaudit pour ça, c'est extraordinaire. Oui. Alors, madame, vous avez une question? Oui, bonjour. Vraiment, j'ai presque honte d'intervenir après tout ce que vous dites et qui nous embarque complètement, mais je voudrais faire un petit focus. Je suis Isabelle Douglenam, la présidente d'IDEAS. Moi, vraiment, je suis très touchée par tout ce que vous dites, votre vision du leader, du manager, du leader-serviteur. C'est vraiment des mots forts et je pense qu'on s'y retrouve. Ce que vous dites sur l'ESS, ça entraînerait dans des grands débats, mais en 2 mots, effectivement, moi j'en ai assez quand l'ESS s'adresse au monde associatif en disant c'est quoi votre retour sur investissement. Ça, je pense que c'est un beau sujet, Jean-Marc, pour l'année prochaine. Je voudrais juste un tout petit point, j'aurais voulu un petit éclairage, enfin pour moi il y a un éclairage un peu différent. J'adhère tout à fait aussi à votre séquençage de... C'est vrai que les personnes qui travaillent dans le monde associatif sont très différentes. Il y a les salariés et puis tout ce que vous avez décrit, je ne vais pas revenir dessus. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est sur l'approche frigo, si vous me permettez. Franchement, IDEAS, on connaît une centaine d'associations, fondations, fonds de dotation au plus près. Et pour moi, l'engagement des salariés dans le monde associatif, il est formidable. Je ne connais aucun salarié qui regarde son heure comme dans plein d'autres univers professionnels dont je ne parlerai pas. Donc ce petit point-là, je ne le partage pas tout à fait. Très sincèrement, les salariés du monde associatif, et il y en a peut-être beaucoup dans la salle, sont engagés également très fortement. Et la difficulté, vous avez raison de le souligner, c'est d'arriver à manager, à animer des équipes composées de personnes très différentes, de profils différents, de situations différentes. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Mais je ne fais pas tellement la barrière frigo. Voilà. Merci et bravo pour ce que vous faites. Quand j'ai dit ça, c'est parce qu'on a des cas de figure dans le monde du sport où des gens viennent parce que ils n'ont pas non plus de, on va dire, c'est pas une association qui porte des valeurs et donc il y a beaucoup d'associations qui sont pas des associations porteuses de valeurs ou de sens. C'est juste des associations qui gèrent peut-être des théâtres ou des choses comme ça. Ils ont besoin d'administratifs et c'est là où je parlais de ça, quoi. Je comprends qu'on peut... il ne faut surtout pas généraliser, mais c'est bien de préciser. Mais parce qu'on a un cas de figure là dans le comité olympique, du moins comité olympique Île-de-France, et c'était vraiment la personne, elle était... Quand on lui disait oui, mais le week-end, le machin, oui, non, mais moi le week-end, j'ai ma famille, oui, mais le sport, ça se passe le week-end, donc on fait comment, quoi. Donc on entend qu'il ne faut pas faire de généralité. Non, il ne faut pas faire de généralité. Ouais. Non, mais surtout que le monde associatif, il est tellement vaste que c'est compliqué. Hein, il y a vraiment... des associations qui ne sont pas du tout dans ce type d'esprit de valeur, quoi. Alors on a le temps de... On va prendre le temps vous voulez quoi de regarder les vidéos, peut-être si vous vouliez. Je crois qu'elles sont prêtes. Il y a plusieurs. Une question là. Après, il faudra qu'on rende l'antenne, entre guillemets, parce que je crois que vous êtes attendu pour un point d'étape de la stratégie d'évaluation du CFF. Oui, bonjour. Allez-y. Philippe Lacoste, Porosus. Moi, la question, c'est que des associations, j'en ai vu quelques-unes, notamment dans le monde du sport, et j'ai vu les mêmes associations aller très bien, et 6 mois après, changement de dirigeant, ça va beaucoup moins bien. Et donc, pour avoir un bon esprit d'équipe ou un bon esprit d'entreprise, associatif, etc., pour vous, est-ce qu'il y a un passage obligé, une valeur qui peut être une valeur de management qui est nécessaire, en fait?
Déjà bien transmettre les valeurs de l'équipe, du club, de la structure dans laquelle vous êtes. Parce qu'au fait, on a une culture, on a chacun des cultures qui sont particulières. Et après, ça, c'est le travail collectif. Et le travail individuel, c'est l'égologie. D'essayer de se comprendre. C'est important d'avoir de l'ego. Il ne faut pas, des fois, en avoir trop. Et des fois, il ne faut pas en avoir pas assez. Donc, c'est trouver l'équilibre pour être bien situé, quoi. Et que face à, des fois, à des situations compliquées, on ne se sent pas attaqué personnellement. Mais voilà. Et donc, et ça, c'est ce qui manque un peu dans notre société, c'est ce sujet de l'égologie. Vous me disiez, Riyad Salem, d'ailleurs, qu'il y a une certaine introspection à avoir pour pouvoir complètement incarner cette image du leader-serviteur. C'est ça. Moi, j'aurais aussi tendance à dire qu'il faut, dans tous les cas, enfin, tout vient de la tête, il faut un chef. Oui, ça c'est sûr. Il faut toujours une personne un peu qui pilote un peu le projet, quoi. Et vous aviez une question, madame? Non, Alors, je vous propose une séquence de rugby fauteuil, c'est ça? Rugby fauteuil? Oui. On peut même avancer un petit peu le début, et comme ça, on fait un petit extrait. Et après, est-ce que vous voulez qu'on montre la cité universelle? On a le temps ou pas? Ok. 2 minutes de chaque, alors. 2 Très minutes bien. de chaque, ok. C'est ce qu'on nous accorde. Normalement, quand on est handicapé, on a du temps supplémentaire. Merci pour les... C'est bien tenté. C'est bien tenté. Ça s'active en régie, je vois. Alors. Non, c'est le rugby, le highlight. Non, là c'est du Cap City. Ah, voilà. Ouais. Highlight, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut mettre le son? Alors là, on est à Londres. Donc c'est un sport mixte, un fille-garçon. Ouais, c'est bien. Et on peut juste avancer un petit peu, parce que comme on n'a que 3 minutes pour passer les autres vidéos. Il n'y a pas de son, ouais. Ça, c'est un des meilleurs joueurs au monde, un Australien. Et il y a 20 000 personnes. Donc, vous voyez, on a du chemin à faire en France pour être au niveau des anglo-saxons. Donc, on le fera en mode muet. Voilà, vous êtes en situation de handicap. C'est pour vous laisser commenter, Riyad, c'est pour ça. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut avancer un tout petit peu? Ça va démarrer, là. Pour que vous ayez une idée, voilà. Donc là, je me fais dégommer, voilà. Donc c'est un sport qui est né au Canada dans les années 70 et c'est des anciens hockeyeurs qui se faisaient le coup du lapin et les footballeurs américains ont voulu reconstituer un sport de combat collectif. Et ça s'appelait Murder Ball. Et et ils ont voulu être au jeu, donc il fallait qu'ils aient un nom un peu plus politiquement correct. Et il fallait qu'ils existent dans pas mal de pays et de continents. Et donc, comme on ne joue pas au football américain ou au hockey dans le reste du monde, voilà, là, je me fais dégommer. Et donc, en fait, c'est le monde du rugby. C'est les blessés du rugby qui ont récupéré ce sport. Et ça ne se joue pas avec un ballon de rugby, hein, c'est ça, hein? Non. Parce qu'à la base, c'est des tétraplégiques quand même qui ont créé ce sport, donc il fallait que les règles puissent être adaptées à leur pathologie, quoi. Une petite femme de léopard, voilà. Alors c'était nos premiers jeux, on nous dégommait beaucoup, les Français. Il y a pas. Là je fais une petite Michael Jackson, là, voilà. Là je suis un peu énervé. Et lui aussi d'ailleurs. Je pense qu'on peut arrêter là, comme ça on va passer à l'autre. Ouais, on se rend bien compte de ce que vous faites. On va mettre la cité universelle et comme ça va donner juste... Ça c'est dans le 19e à Paris, c'est ça, ouais. Hein? Alors juste, voilà, on va pas aller jusqu'au bout aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Et parce que j'ai envie de terminer sur la Cité universelle, mais sur l'autre. Voilà. Donc ça, c'est Réinventer Paris 2. C'est un concours qu'on a gagné avec le groupe GA. Donc c'est à peu près... La première fois que j'ai entendu parler de la Cité universelle, j'ai trouvé ça absolument formidable. L'idée est juste incroyable de créer quelque chose, un bâtiment, une cité qui intègre tout le monde, sans exception. C'est un projet fou, et ça a été hyper enthousiasmant de voir qu'à un moment donné, un projet comme celui-là pouvait exister. La Cité universelle nous a intéressés comme un projet emblématique de ce que pourrait être l'inclusion dans les années à venir, un lieu d'accueil qui soit complètement qualitatif et évidemment accessible. C'est d'abord une nécessité pour la ville, pour notre écosystème, pour notre environnement. Donc effectivement c'est vital puisque ça concerne toutes les populations. C'est aussi une forme de métissage entre des gens qui peuvent avoir un handicap ou pas. Donc finalement il n'y a pas de différence dans ces lieux-là. C'était pas un projet comme les autres. Tout le monde avait l'impression de porter un projet qui avait du sens. On a tout de suite répondu présent parce que c'est un projet magnifique et cette notion d'accessibilité universelle, elle devrait être finalement présente dans tous les projets, elle n'est pas encore assez. Les grandes entreprises, elles ont un rôle fondamental à jouer, à côté des pouvoirs publics et à côté de la société civile, dans la résolution des enjeux sociétaux. Et la Cité universelle, c'est finalement un parfait exemple de ce qu'on peut faire dans ce sens-là et de ce qu'on peut faire ensemble. C'est ce qui nous a véritablement plu dans ce programme, c'est de voir comment nous, en tant qu'opérateurs hôteliers, on pouvait véritablement apporter notre pierre à l'édifice. C'était vraiment un challenge d'aller au-delà de ces limites et d'avoir un projet qui est réconciliant pour la ville, mais réconciliant aussi pour nos vies. Si je devais décrire en quelques mots la Cité universelle, je dirais avant-gardiste. Moi je dirais humain. Vivante. Équitable. Social. Durable et responsable. Un postulat architectural à l'accès universel. Le projet de la Cité universelle, finalement, c'est un emblème. C'est la capacité qu'on a à faire la démonstration que concevoir les immeubles autrement, c'est possible. C'est le début de la construction de la ville de demain, et donc elle est essentielle pour prouver qu'on peut avoir une ville ouverte à tous, inclusive, qui réponde aux besoins de chacun, et qui surtout fait en sorte qu'on ne laisse plus jamais les gens sur le banc de la société. Et donc, si vous m'autorisez, je vais terminer par le manifeste. Et ça, l'esprit d'équipe, c'était très dur parce qu'on avait deux cultures différentes. Moi, j'avais l'idée, j'étais sur le terrain, et là, je rentre dans un monde qui est le monde de l'immobilier, avec leurs contraintes. Et ça a été, au tout début, ça a fighté. Et ce qui est top, c'est que quand même, mon côté militant associatif, ils l'ont accepté, et on a pu faire Il faut mettre le manifeste, s'il vous plaît. Et après, je vous abandonne. On se reverra dans les... Est-ce que c'est possible d'envoyer le manifeste? Ouais, c'était juste à côté. Ouais. Ouais. J'ai un pouce Super. levé. Voilà, Merci. ça ne devrait pas tarder. Voilà. On peut le remettre en arrière et avec le son, s'il vous plaît. Juste, voilà, on mettait sur pause. Le son. Non, c'est pas celui-là. Là, ouais, il faut baisser le premier son et mettre le deuxième. Groupe spécialisé dans l'immobilier d'entreprise. Non, là, il y a une... Voilà. Faut éteindre les autres. Voilà, super. Et si on peut le remettre au début. Voilà ce que les gens doivent se dire. Le regard que porte la société sur le handicap ne changera jamais. Il serait absurde de croire que construire un monde adapté à chacun, c'est construire un monde pour tous. Ils doivent se dire qu'il y a des frontières difficiles à franchir, des différences impossibles à oublier. Aucun d'eux ne doit penser qu'un simple lieu peut réussir à réconcilier ce que la fatalité a séparé. Ils doivent se dire que dans le monde actuel, il n'y a plus de place pour des victoires collectives. Il serait faux de croire que c'est avec des projets différents qu'on bâtit petit à petit une société différente. Mais nous, aujourd'hui, on veut faire bouger les lignes. C'est avec des projets différents qu'on bâtit petit à petit une société différente. Il serait faux de croire que dans le monde actuel, il n'y a plus de place pour des victoires collectives. Ils doivent se dire qu'un simple lieu peut réussir à réconcilier ce que la fatalité a séparé. Aucun d'eux ne doit penser qu'il y a des frontières difficiles à franchir, des différences impossibles à oublier. Ils doivent se dire que construire un monde adapté à chacun, c'est construire un monde pour tous. Il serait absurde de croire que le regard que porte la société sur le handicap ne changera jamais.
Voilà ce que les gens doivent se dire. Bravo. Juste un dernier mot. Ce qui fait notre force dans ce monde, c'est pas notre force tout simplement. C'est parce qu'on tient compte de nos vulnérabilités. Et si on est l'espèce dominante, c'est parce qu'on a compensé, qu'on a cherché des outils, qu'on a créé des prothèses. En fait, les avions, les voitures, les ordinateurs, tout ce qu'on a là, ce ne sont que des prothèses. Et que si on pense chaque chose en allant chercher le plus vulnérable d'entre nous, alors on va être ultra puissant. Et c'est important de ne pas oublier ça. Merci beaucoup Riyad Salem pour votre témoignage et Merci votre à exemple. vous. Merci. Au plaisir, à tout à l'heure. Je vous laisse maintenant pour la suite du programme chargé de la journée. On a un petit quart d'heure de retard. Je vais laisser le plateau pour ce point d'étape sur la stratégie du CFF. Pensez à changer les bonnettes. Vous avez des nouvelles... Alors, je suis en train d'en mettre un là.